Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Aujourd'hui, je vous retrouve après l'un de nos séminaires de cours avec le docteur Pascal Prévost qui nous fait l'honneur d'être intervenant chez nous, justement sur un magnifique séminaire où il a évoqué l'épigénétique, l'influence du mode de vie sur la santé et le bien-être des individus. Et du coup, salut Pascal, très Eh bi content de te recevoir. eh bien, le bonsoir, ouais. Heureux Et, d'être là. et je suis vraiment content qu'on puisse échanger autour du sujet du mode de vie parce que c'est un truc qui est très à la mode. On voit partout fleurir des gens qui parlent de santé naturelle, qui parlent de bien-être, et en ce moment de naturopathie, même si le contexte n'est pas forcément favorable. Et du coup, j'avais envie de t'interroger un petit peu, toi, sur ce que tu peux nous dire en tant que scientifique, chercheur et, on va dire, praticien, sur le sujet du mode de vie et de son influence sur la santé. C'est un vaste sujet. Disons que déjà la découverte, par exemple, des modes de vie des chauffeurs de bus et de ceux qui poinçonnent les tickets en Angleterre a été l'une des premières études à montrer que l'activité physique avait un impact sur les maladies cardiaques. C'était une petite bombe à l'époque, puisqu'on voyait les chauffeurs, en fait, au fur et à mesure de leur carrière, qui grossissaient, alors que les pointeurs de tickets, en fait, étaient toujours en bonne forme. Donc ça, c'était vraiment le début, on va dire, de l'instigation, des recherches qui commencent à se mettre en place par rapport à ce temps passé assis par rapport au temps passé debout, par exemple, alors qu'en gros, c'était pas une question principale au départ. Et de fil en aiguille, on a des travaux qui sont arrivés sur les personnes qui sont donc sur le travail debout comme les coiffeurs, les personnes qui sont, je sais pas, la caissière, par exemple, à la boulangerie. Pour arriver ensuite à une interaction beaucoup plus, fine avec le terrain, ce qu'on appelle l'ergonomie au travail, qui a été, beaucoup plus, précise, beaucoup plus, documentée sur même les gestes qu'on devrait faire ou pas faire pour éviter les traumas, dans ce qu'on appelle les traumatismes, liés au travail, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et après, il y a eu d'autres domaines qui ont été investigués, qui sont, en lien ce coup-ci avec, les habitudes de vie, mais plus alimentaires. Donc là, il y a beaucoup de documentation, là, il y a pléthore d'études là-dessus. Et avec des biais quelquefois qui étaient introduits par des lobbying, on va dire, pour faire très simple, entre le sucre et les graisses, avec un lobbying qui a gagné à l'époque, qui est le lobbying du sucre, par rapport aux graisses, notamment concernant les maladies cardiovasculaires. Et c'est là qu'on est arrivé à un changement d'habitude de vie, influencé par les recommandations nationales aux États-Unis, qui ont ensuite influencé les autres recommandations au niveau, international, et une dérive en fait on va dire des impacts sur la composition corporelle, sur en fait, ce qu'il y a dans le corps, donc en termes de masse musculaire, masse grasse, et les gens qui ont commencé à prendre du poids sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on se rende compte pourquoi. Et donc on a des influences comme ça qui viennent donc du domaine médical, du domaine de l'agroalimentaire, du domaine pharmaceutique aussi, qui ont, progressivement donc balisé un parcours, sur nos vies, modernes, qui n'ont pas forcément apporté les bonnes réponses et pas forcément, donné en fait des recommandations qui soient aujourd'hui, on va dire, utiles pour la santé, quoi. Voilà. Et souvent, ce qu'on me dit, moi, quand j'essaye de parler du fait d'avoir un mode de vie qui soit peut-être plus adapté à être générant de la santé, on va dire, à favorisant la santé, souvent on me dit: «Oui, mais il y a une hérédité au niveau de ma famille, tout le monde a cette problématique, tout le monde est diabétique chez moi, tout le monde est en surpoids chez moi, tout le monde a des problèmes articulaires chez moi, tout le monde est sensible émotionnellement chez moi» et cetera. Un petit peu comme une fatalité. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de la génétique, beaucoup de gens dans le grand public s'est mis dans la tête que finalement on avait une sorte de carte génétique qui nous disait: «Toi, tu vas être comme ça parce que dans ta lignée, c'est comme ça». Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Parce que c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on est en train de dire sur le mode de vie a une influence, finalement. Bah, si vous avez toute cette terre chez vous, bonne chance. Et non, je deviens sérieux quand même. Disons que la la génétique telle qu'on l'avait, conçue au départ avec Mendel, les petits pots et cetera, ça donnait une première vision de ce qui se passe entre la transmission d'un parent vers l'enfant. Et ensuite, il y a quand même des idées, des personnes qui ont pensé qu'il y avait peut-être autre chose qui se produisait. L'un des premiers à y avoir réfléchi, c'est Aristote, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et plus tard, il y a un monsieur qui s'appelle Wellington aussi qui a on va dire, théorisé un peu cette approche de l'influence que pouvait avoir l'environnement sur les gènes, pour qu'ensuite on arrive à cette notion d'épigénétique qui est donc l'interaction entre le gène et l'environnement, et donc l'influence du gène de l'environnement sur le gène, qui est, vraiment centrale dans tout ce qui influence les modes de vie sur notre santé. Et
le problème auquel on est confronté, justement, c'est le fait de penser qu'il y a une fatalité sur beaucoup de maladies chroniques. Certes, ça peut arriver, hein, vraiment qu'il y a un gène défectueux, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, c'est un bug sur le gène. Et ça, on ne peut pas le réparer, on n'a pas les moyens, quoique avec les méthodes de ciseaux génétiques qu'on appelle CRISPR, on pourrait peut-être y arriver un jour, mais ça, c'est pas envisageable en ce moment avec les moyens dont on dispose. C'est fait sur des cellules, c'est fait sur les petits animaux. Chez l'humain, c'est pas encore fait pour des raisons d'éthique et ça peut s'expliquer. Mais en dehors de ce cas de figure où on a vraiment très très peu de maladies génétiques pures, qui sont pour l'obésité, c'est seulement 1 à 2 des gens qui ont un problème génétique. Le gène OB, on appelle ça, ils sont pas trop fous les scientifiques, OB pour obèse, quoi. Qui est vraiment défectueux et qui provoque l'obésité si on met la personne dans un environnement favorable. En gros, si on met un contexte qui peut stimuler ce gène pour qu'on soit obèse. Les autres cas de figure, c'est plus en fait l'inverse qui va se produire, c'est l'environnement qui va influencer nos gènes. Et là, c'est vraiment on est au cœur de l'épigénétique. Et donc l'interaction entre ce qu'on vit et ce qui va s'impacter, en fait, se transformer dans nos cellules, est vraiment ce moteur en fait épigénétique. Et ce qu'on voit sur la, je ne vais pas dire la majorité, mais en tout cas une très grande partie des maladies chroniques, c'est que le problème de l'épigénétique devient central, prépondérant, dans le sens où certaines des maladies qu'on pensait irréversibles deviennent réversibles. Et là, il y a un travail qui a été fait, une publication, carrément un ouvrage du docteur Funk qui a été chez Herold en 2019, justement sur les lois du diabète, où il montre, avec les travaux qu'il a fait avec ses patients sur plusieurs années, que le diabète du type 2 est une maladie réversible parce que c'est une maladie qui vient d'une influence de notre environnement, notamment alimentaire, sur le fonctionnement de nos cellules. Et elles ont changé, en fait, dans leur mode de fonctionnement intime, par la pression imposée par l'alimentation. Et c'est ça qui provoque le diabète sur le long terme. Et avant le diabète, on pourrait même parler de la maladie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, la NASH, qui elle aussi, alors c'est 200% de l'épigénétique. On a vraiment un stress énorme d'un point de vue métabolique qui est imposé au pancréas, qui va s'engraisser en même temps que le foie. Et à ce moment-là, en fait, on ne sait même pas du diabète, c'est carrément autre chose que le diabète. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on est en plein dans l'épigénétique avec l'influence de l'environnement sur le fonctionnement des cellules qui sont complètement déréglées et qui, malgré tout, quand on prend en charge correctement les personnes d'un point de vue alimentation et exercice physique, se retrouvent à être guéris. Après, ça dépend du temps et de la façon dont les gens réagissent, mais ça peut prendre 6 mois à 3-4 ans, quoi. Et après, c'est définitif, on est revenu à l'état initial. Donc, on voit bien que l'irréversibilité n'est pas, comme tu disais, une fatalité. On a juste à bien analyser la personne, à vraiment la diagnostiquer de façon correcte pour savoir ce qu'on peut faire avec elle ou pas, et qui permettra, suivant le temps qu'elle veut bien consacrer à l'accompagnement qu'on veut lui proposer, de faire justement que cette maladie devienne en fait, un passé, en fait, et non pas son futur. Mmh. Et quelle est la part là-dedans, en fait, de choses qu'on peut transmettre? Alors, sur la transmission, parce que si on peut modifier nos gènes, c'est-à-dire qu'on peut les transmettre aussi, ces gènes. Et il y a une étude qui était de 1999, un 9 pour les gens qui sont suisses ou belges et qui nous écoutent, qui avait montré que la part de l'obésité transmissible d'un parent à un enfant était plus en lien avec l'état de santé du père que de la mère. Par contre, l'environnement qui va favoriser l'expression de ce gène du père qui était obèse, qui l'a transmis à son enfant, va être plus lié à un contexte familial. Et là, c'est plus la mère qui est souvent fautive, parce que c'est elle qui a pas envie que ses enfants meurent de faim, donc elle prépare toujours des bons petits repas, etc., à ses enfants. Alors, c'est pas toutes les mères, mais une mère normale veille à ses enfants comme ça. Et elle va peut-être faire trop, et ce qui va en fait influencer le fonctionnement du gène, donc déclencher en fait ce gène qui était en sommeil en fait chez l'enfant, que le père lui avait transmis, ou enfin là en l'occurrence ça peut être aussi un grand-père, on verra ça après. Mais en tout cas, c'est ces interactions et nos habitudes qui peuvent en fait créer un cocktail enfin pas très bon pour notre santé. Et sur le transgénérationnel, donc, qui est en gros le fait qu'on puisse malgré nous transmettre un gène défaillant à notre descendance, ça peut être donc la descendance directe, nos enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui se retrouvent en fait de fil en aiguille à récupérer le gène de leurs ancêtres. Eh bien, ça peut remonter jusqu'à 10 générations, quelquefois, où on a en fait une maladie qui était connue dans la famille, qui avait disparu et qui ressurgit à un moment donné parce que le contexte en fait se trouve favorable à l'émergence, ou en tout cas à l'activation du gène qui était en cause. Et ça, c'est un peu, enfin, c'est quelquefois
difficile parce que les gens dans la famille qui voient ça, qu'il y a un enfant qui a une maladie qui apparaît, alors qu'on ne pensait pas que ça soit possible que ça lui arrive, c'est en remontant en fait sur les réalités qu'on s'aperçoit qu'il était en sommeil ce gène. Et c'est bien l'environnement ou un contexte en tout cas favorable qui l'a réactivé et qui fait que en fait on redécouvre en fait on avait cette anomalie qui se travaillait chez nous. Et elle était juste cachée, on l'avait mis sous le tapis. Sauf qu'à un moment donné, le tapis, ça se lève parce qu'il y a un petit courant d'air et hop, coucou, je suis là. Et je me remanifeste malgré moi. Et là, on va dire, ça pourrait être une fatalité. Non, c'est pas forcément une fatalité. Tout dépend de la maladie. Il y en a des graves qu'on peut pas forcément récupérer. Mais pour souvent des cas de figure qu'on pourrait éventuellement évoquer, on a quand même des outils pour revenir en arrière. Donc c'est un gène, par exemple, de l'obésité, un enfant qui serait porteur de ce gène-là, tant que l'environnement est un environnement avec une alimentation équilibrée, il bouge tout le temps, enfin, on lui fait du sport, il n'y a pas de stress à la maison, les parents sont sympas, etc. Il n'y a pas de raison qu'il s'exprime. Par contre, c'est l'inverse, on a une famille où ils vont McDo tous les jours, du sucre avec les Coca, etc., du stress avec les jeux qu'on fait, que le gamin, je sais pas, avec la vidéo, va subir tous les jours parce que le stress qui va être qui est créé par le jeu produit beaucoup de cortisol, qui est en capacité d'activer en fait, ces gènes en sommeil. Là, ça ne va pas le faire, quoi. Et pourtant, c'est au départ le même gène, mais suivant le contexte, il va s'activer ou pas. Donc on a, en tant que parent, une part de responsabilité. Oui, c'est vrai que les enfants sont vraiment dépendants, responsables, Voilà. en tout cas jusqu'à un certain âge. Mm. Et donc, quelque part, c'est l'environnement que nous, on va créer, le contexte, en fait, qui Tout à va, fait. quelque part, un peu comme un interrupteur, l'allumer ou le désactiver. Parce que le gène est là, certes, peut-être prédisposant, mais en attendant, l'activation ou la désactivation va être vraiment dépendante de l'environnement, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant parce que souvent, on va nous dire que bah non, c'est comme ça nous tombe dessus et quelque part, on peut pas faire grand-chose. Moi, c'est souvent un discours et c'est un peu ça qui m'a fait chercher comment on pouvait éviter d'avoir des problèmes. Parce que moi, le sujet de on a le problème, on cherche à l'annuler, je le trouve passionnant. Mais le sujet qui me passionne le plus, c'est comment on fait pour ne pas provoquer un problème ou pour ne pas déclencher un problème. Et souvent, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire dans le mode de vie. Le problème de ça, c'est que souvent, on voit des personnes qui ont obtenu un résultat d'une certaine manière et qui voudraient le transposer à tout le monde. Et là, on se rend compte que ça marche sur certains et ça marche pas sur beaucoup d'autres. Comment t'expliques ça, toi? C'est pas très compliqué. On a mis du temps à l'accepter, hein. Mais on a sur nos frontons en France liberté, égalité, fraternité. L'égalité n'existe pas. Nous ne sommes pas égaux. On peut avoir, on va dire, une certaine respect d'éthique, etc., qui fait qu'on va faire en sorte que chacun puisse avoir ses chances, mais l'égalité, dans l'absolu, n'existe pas. On n'a pas le même capital génétique, on n'a pas les mêmes ancêtres, on n'a pas les mêmes modes de vie, on ne mange pas les mêmes choses, enfin, on fait rien pareil. Et quand on analyse les génomes des gens, l'espèce humaine, on a tous au moins un ou deux éléments de notre génétique qui est différent et qui fait qu'on est unique. Et sur le nombre de bases, enfin de nombre de petites lettres qu'il y a dans l'ADN, quelquefois c'est rien, c'est 0,000, c'est rien du tout. Mais c'est juste ça suffit à expliquer pourquoi, à un moment donné, ce qu'on va proposer à quelqu'un, en fait, c'est pas universel, ça ne peut pas marcher. Et donc, pour régler ce problème-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut analyser la façon dont répondent les gens à une alimentation proposée sur un certain nombre de semaines, un exercice proposé en activité physique, une façon d'accompagner la personne d'un point de vue, on va dire, je sais pas, cognitive avec ce qu'on appelle la PNL, les thérapies cognitives comme les TNCC, etc. Et voir comment ça s'inscrit dans le temps et s'il y a une modification ou pas qui se met en place. Et là, on pourra dire oui, elle est répondante, enfin, elle réagit à ça ou non, elle ne l'est pas. Et le piège en fait qu'on rencontre souvent, c'est que les gens pensent qu'ils ont la méthode. J'ai la méthode Prévost. Ça n'existe pas, je l'ai jamais inventé. Et je ne suis pas prêt de le faire. Ça serait me fourvoyer et me tirer une balle C'est dans le pied clair. parce que j'ai toujours dit l'inverse. Et donc la méthode machin, on va dire, la méthode Lafay, enfin, je sais pas, là par contre je vais m'attirer des amis. Méthode Lafay, la fait pas en fait. Et donc le problème avec ça, c'est qu'en pensant qu'il y a une panacée dans ce qu'on va proposer, on ne se recentre pas sur l'individu. Pour moi, il faut partir de l'individu, de ses caractéristiques, de ce qui fait sa spécificité. Et si on était capable de cartographier le gène de quelqu'un, on verrait justement qu'il n'est pas comme nous et que ce que en gros, je fais pour moi, qui marche pour moi, ne peut pas marcher avec lui. Et là, on a un nombre incroyable maintenant de publications qui se font
on accepte, parce que pendant très longtemps c'était le problème, d'accepter les différences interindividuelles. Pourquoi? Parce qu'on se base sur la statistique. La statistique sur une publication, qu'est-ce qu'elle donne? Une moyenne, un écart type. Donc une moyenne et puis une dispersion en fait des valeurs des individus autour de cette moyenne-là. Et on dit c'est la moyenne qui est la vérité. C'est complètement faux. Souvent, quand je suis dans mes écoles ou dans conférences sur ce sujet-là, je leur dis on va prendre voilà, on a 20 stagiaires dans le groupe. Je vous prends toutes les mensurations, tour de cou, longueur de bras, tour de tronc, de hanche, enfin, tout ce que vous voulez. Je prends vos mensurations du tronc. Ces mensurations, je les mets dans un petit tableur. J'envoie ça à un fabricant de t-shirts et je lui demande de me faire un seul t-shirt, un t-shirt moyen, hein, histoire d'avoir quelque chose qui ne va pas me coûter trop cher, et non pas avoir un t-shirt par personne. Là, ça va coûter très cher. Donc, il me fait un t-shirt moyen, il fait la moyenne, XR type, et il me renvoie le t-shirt. Je donne à tout le monde. Résultat, il va à personne. Voilà, ça c'est la moyenne. Et on veut nous faire croire que la moyenne, c'est l'individu. C'est complètement faux. Il y a un monsieur qui a écrit un bouquin qui s'appelle Todd Rose sur la tyrannie de la norme. Et justement, il explique très très bien ça dans son ouvrage. Et pour moi, ça a été passionnant parce que ça correspond tout à fait à ma vision des choses. J'ai mis du temps à l'accepter parce que je suis un scientifique qui base quelquefois son travail sur les statistiques. Et accepter que la moyenne n'est pas l'individu, c'est faire un grand pas vers l'individualisation et l'acceptation que les différences interindividuelles, ça doit être justement notre source de réflexion et d'aide dans l'accompagnement qu'on met en place, et non pas en fait la norme de la moyenne qui nous imposait un protocole. On peut avoir un protocole, et à ce moment-là, pour moi, le protocole, c'est juste une succession de recommandations qu'on doit adapter à chaque fois à l'individu qu'on va suivre. Donc là, je pense qu'on a maintenant assez de données pour dire que le problème de la moyenne, il faut un peu le mettre de côté, et se recentrer sur le sujet, faire des bilans, des diagnostics et tout, et c'est les données brutes de la personne qui nous servent à construire quelque chose derrière qui soit vraiment individualisé. Et là, on aura certainement des réponses positives enfin, je prends un cas, le diabète, on l'évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé, je ne peux pas me tromper, à une quinzaine de formes de diabète globaux. Et dans chacun des diabètes qu'on a découverts, il y a des clusters. Et ça, c'est la nutri-génomique, la nutri-génétique qui permet de le montrer. On peut avoir des clusters de plus petits groupes où, en fait, on voit que chaque proposition d'alimentation ne va pas convenir à un pouillème près. Et pourtant, ce pouillème fait la différence sur le long terme pour gérer le diabète. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre parce que ça veut dire que ça remet complètement en question nos certitudes sur les programmes alimentaires, les programmes d'exercice physique, et que je dois à chaque fois me recentrer sur le sujet, enfin l'individu, pour lui proposer ce qui lui convient à lui, et non pas ce que je voudrais qu'il fasse et qui me plaît moi. Voilà, par exemple. Tu mets le doigt sur un truc que je rencontre tous les jours en formant des naturopathes ou en collaborant avec des autres professionnels. L'humilité aussi parfois, l'acceptation de dire, ben, ce qui est bon pour moi et ce que je fais pour moi, peut-être ce que j'ai découvert qui m'a sauvé la vie, dans certains cas, c'est ce qui a suscité des vocations, c'est Mm. peut-être pas ce qui est bon pour la personne qui est en face de moi et c'est pas parce que je dois lui recommander autre chose ou que je dois accepter que ce qui marche pour elle, c'est pas ce qui marche pour moi, ça remet en question ce que j'ai vécu, ça remet en question quoi que ce soit Complètement. et pour beaucoup de gens, on le sent à quel point c'est encore parfois difficile de prendre cette posture d'accompagnement et de réussir à sortir de on n'est pas en train de dire qui je suis comme individu, on est en train de garder sa posture neutre et de dire ben c'est pas parce que moi je crois ça pour moi que je dois l'appliquer à tout le monde en fait. Mm. C'est un vrai sujet, hein. J'aime beaucoup faire la distinction par rapport à ce que tu dis. On dit la prise en charge et l'accompagnement. Prendre en charge, c'est en gros, je prends la charge de l'autre. Mmh. Chacun son caca, comme on dit, hein, et on se portera mieux. Donc, moi, j'accompagne les gens. En gros, ils ont leurs problèmes, je les aide à gérer leurs problèmes. Donc, c'est à moi de faire la démarche de m'adapter à eux. Et souvent, comme je le dis en formation, il y a deux choses qui sont importantes. Tu l'as dit, c'est l'humilité, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la curiosité. Être curieux, essayer de comprendre comment fonctionne l'autre. Ça, c'est fondamental. Donc, une fois qu'on a les deux, je pense qu'on est, on est pas mal, quoi. Et ouais, bien Ouais. sûr. Et tu vois, nous, dans le domaine de la naturopathie, on rencontre souvent des grands dogmes parce que on parle souvent du père fondateur de la naturopathie, des grands enseignements naturopathiques, un peu comme si c'était nos bases fondamentales immuables sur lesquelles on se repose et dans le cas de tempête médiatique ou quoi que ce soit, on revient au basique. Et du coup, ça nous fait nous retrouver dans une discipline qui est basée sur des enseignements qui ont été créés en gros entre les années 60 et 80, à peu près le moment où ça nous a été légué. Et très souvent, bah, ça donne des écoles où, moi, quand je rencontre des naturopathes, je peux quasiment savoir quelle école ils ont fait en fonction du type d'alimentation C'est clair. qu'ils préconisent. Peut-être tu as eu l'occasion de découvrir, enfin, de rencontrer un petit peu ça quand tu as croisé des naturaux. Ma question, c'est,
qu'est-ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, ne serait-ce que sur les 5 dernières années, en termes de nouvelles données, qui, toi, t'ont fait remettre en question ce que tu croyais être vrai à l'époque en tant que scientifique? Oula. Alors, je vais répondre en 2 temps. Moi, je vais plutôt, faire l'inverse, méthode socratique, hein. Je vais te poser la question. Heu, Notre connaissance de l'univers, ou même de la Terre par rapport, au système solaire, enfin tout ce qui est système solaire et cetera, les planètes qui nous entourent, est-ce que c'est la même depuis Copernic? OK, voire avant? Est-ce qu'elle est toujours la même? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu des changements d'un point de vue, compréhension du monde, avec ce qu'on appelle la physique? La physique, c'est en fait l'analyse du monde qui nous entoure, et qui ont progressé et qui nous ont fait, admettre que, peut-être que c'est pas forcément le soleil qui tourne autour de la Terre, mais peut-être l'inverse, que c'est la gravité, c'est peut-être quelque chose qui est en fait une interaction mutuelle entre 2 corps, qui dépendent de leur masse et cetera. Enfin, des concepts comme ça, qui ont émergé, qui sont sortis d'esprits brillants, OK? Ça veut dire qu'à un moment donné, juste si on voit juste la physique du monde qui nous entoure, à partir des modèles même anciens, des très anciens qui datent de même 5-6 000 ans dans certaines, communautés, dans des îles et cetera du Pacifique, qui avaient déjà leur cosmologie, leur image du monde qui les entoure. Eh bien, on voit l'évolution des connaissances qui font qu'on est obligé de changer de modèle. Et alors certes, il y a eu un modèle, même plusieurs modèles, mais la science qui questionne en fait sans arrêt ce qu'on observe, en gros, c'est l'observation qui est en gros la clé de la compréhension. Eh bien, que ce soit de l'infiniment petit ou grand, eh bien cette connaissance, par l'observation, a obligé les personnes qui montrent, en gros le monde tel qu'il est, à changer leur vision des choses et de proposer des modèles qui sont de plus en plus proches de la réalité. Ce que je veux dire par là, et c'est pas moi qui le dis, malheureusement, j'aurais bien voulu le dire, mais on construit notre connaissance sur le savoir des géants. Mmh. En gros, on est obligé de partir des connaissances des anciens pour construire notre propre connaissance future. Et il faut accepter justement qu'il y a un relais, il y a une évolution. Et si c'est figé, ça ne marchera pas. J'imagine même pas un ingénieur en aéronautique construire encore les avions comme Clément Ader pour faire des vitesses supersoniques, quoi. C'est pas possible. Mmh. Donc il y a bien une évolution des connaissances, qui fait qu'on part peut-être, il y a certes des gens qui ont une idée géniale, qui ont été des pères fondateurs, comme on les appelle. Newton a fait un truc incroyable en créant sa gravité à partir des travaux de Copernic et Galilée, mais Einstein s'est appuyé sur les travaux justement des 3 prédécesseurs, voire d'autres, comme Kepler et cetera, pour construire son propre modèle. Et avec c'est à la mode en ce moment, un disruptif, une approche disruptive, de penser autrement pour mieux expliquer l'environnement dans lequel on est. Mmh. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la science doit évoluer comme ça. Et à chaque fois, on aura quelqu'un qui va avoir une idée de génie, mais cette idée de génie, il l'a bien conçue à partir des idées des anciens. Et ouais. Donc accepter effectivement d'où on vient, c'est important, mais savoir se projeter pour construire un avenir, c'est encore plus important. Voilà. Moi, Donc je partage, je pense que la naturopathie ne peut pas accepter, enfin, ne peut pas rester sur des choses figées. mmh. Si on veut avancer, il faut faire évoluer les choses. Bah, disons qu'on fait un peu partie de ceux qui, pensent qu'à la question: «La naturopathie est-elle scientifique?», on devrait être en capacité de répondre: «Oui». Seulement aujourd'hui, Oui, enfin, c'est tu vois, beaucoup de gens la critiquent. Pour ma part, je pense en partie à juste titre et en partie, comme d'habitude, il y a du sensationnalisme, comme sur toutes les, on va dire, les grandes couvertures médiatiques, hein. C'est très amalgamé, très sensationnaliste, hein. C'est aussi fait pour vendre l'espace publicitaire. Enfin, c'est un business qu'on a compris depuis un moment, hein, il y a pas de souci. Et c'est vrai que ce serait bien le seul secteur qui ne répondrait pas aux lois de l'évolution de l'humain, qui découvre de plus en plus de choses et qui Mmh. approfondit ses modèles de compréhension du monde. Donc moi, je reste persuadé que la naturopathie peut devenir une discipline scientifique à partir du moment où elle accepte d'être remise en question en permanence et qu'elle accepte d'évoluer avec les dernières données scientifiques, même si parfois ça remet en question ce qui était, et ils n'aiment pas ce terme, mais des dogmes naturopathiques pendant longtemps. Je pense à certains types d'alimentation où certaines écoles vont enseigner le végétalisme ou le frugivorisme comme étant des bases, d'autres types d'alimentation. Pour ma part, je fais partie de ceux qui souhaitent enseigner une vision beaucoup plus, je dirais, experte dans le sens pleine de nuances. Mmh. Pour moi, l'expertise, c'est à partir du moment où tu acceptes de mettre tellement de nuances qu'il n'y a plus A ou B, c'est vraiment beaucoup plus panaché, beaucoup plus, un éventail plus large. Et c'est vrai que ne serait-ce que sur le sujet de l'alimentation, tu parlais tout à l'heure, nutrigénomique, nutrigénétique, comment on peut encore aujourd'hui
imaginer qu'il y aurait une alimentation parfaite pour l'humain, pour tous les humains. C'est ça, ouais. Tous les jours. Alors, éventuellement, pour un individu, et à moi, la question que je pose, c'est toute la démarche de ce que je souhaite enseigner en termes de posture d'accompagnement, en tout cas et transmettre, pour avoir une nouvelle génération de naturopathes outillés autrement, c'est individualiser, mais aussi contextualiser. Mmh. On le voit bien avec l'image des jumeaux qui vivent pas dans des mêmes contextes. Pourtant, on voit bien que leur génome, là, pour le coup, il est quand même extrêmement proche. Enfin, on ne peut pas faire plus proche. Et pourtant, le contexte va jouer. Mmh. Tu vois. Et c'est vrai que c'est un énorme problème, ça, en tout cas dans notre secteur, quoi. Quand tu parles d'une méthode A et méthode B, il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet, ce serait dommage de s'en priver. Donc, sans faire d'humour un peu déplacé, mais l'idée qu'il y a derrière ça aussi, quand je fais des enseignements en nutrition, quand je veux démonter en fait le concept de moyenne et d'écart type, déjà j'utilise d'autres méthodes qui sont plus proches de ce qu'on appelle la méthode bayésienne. Et la méthode bayésienne, en fait, c'est une approche qui part sur des a priori, ce qu'on n'aime pas faire. Et pourtant, on a tous des a priori sur n'importe quoi. Ce qui va être fondamental, c'est, j'essaie d'être clair, c'est que lorsqu'on approche un sujet, un individu nouveau, on ne doit pas rejeter les hypothèses qu'on peut formuler par rapport à ce qu'on constate. Ça veut dire qu'en gros, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, 20 possibilités d'accompagner. Chacune, au tout début, a le même poids, a la même importance. Et ce qui va faire qu'on va s'orienter vers l'une ou l'autre, c'est au fur et à mesure en gros, l'accumulation d'informations par les diagnostics médicaux, les entretiens, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on peut récupérer comme information physique, cognitive, émotionnelle, enfin, peu importe. On est dans la big data, hein. Tout ce qu'on récupère va nous aider à changer la pondération des hypothèses de départ. C'est pas A, B, c'est j'ai 26 possibilités, hein, de A à Z, et je vais avoir des curseurs où je dis, bah, ça c'est plus plausible, pas probable, plausible. Pourquoi plausible? Parce qu'il se peut que celle qui avait au départ le moins de chances d'être retenue, c'est peut-être la solution. Et il ne faut surtout pas écarter en fait celle-ci, sous prétexte que sa probabilité dans les publications classiques est la plus faible. Il se peut que pour cette personne, ce soit la vraie solution. Et donc l'approche bayésienne, elle est vachement intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, on fait exprès d'avoir des a priori. Donc, en gros, c'est open bar, hein, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est un peu la série Dr House qui est le meilleur exemple pour moi. J'adore. Il n'y a pas de... En gros, tout est possible. Et ensuite, c'est en avançant qu'on se dit, bah, en fait, non, c'est là, non. Vu ce qui se passe là, non, c'est pas possible. En fait, la plausibilité de cette hypothèse est revue à la baisse. Je ne l'efface pas, mais je la revois à la baisse. Et j'ai des curseurs comme ça qui bougent en permanence. Et donc, ça veut dire que toute information que je récupère devient en fait un outil de prise de décision au service de la personne. Donc, si on fonctionne comme ça, à la fin, si on veut être cohérent avec cette approche-là, quand on voit des publications scientifiques, pour moi, la meilleure publication, c'est celle où il y a un individu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est un autre auteur, un autre scientifique qui travaille beaucoup dans la nutrition, qui a dit en fait, il faudrait arriver en fait, avec une étude de cas. Et l'étude de cas montre en fait, une méthodologie, une approche d'accompagnement individualisée pour cette personne-là, mais la méthodologie doit rester la même. En gros, je vous montre comment moi j'ai résolu le problème de cette personne en l'aidant, sans la mordre, elle est bonne, du mieux que je pouvais. Voilà. Ouais. Ça, ça demande beaucoup de travail, mais aujourd'hui, on a avec l'informatique, l'intelligence artificielle, on va y arriver facilement. Franchement, ça évolue beaucoup en ce moment et ça me fait très plaisir parce que ça va dans le sens de ce que j'imaginais pouvoir mettre un jour en place. Ouais, je pense que ces technologies vont pouvoir nous aider à bon escient, en fait. Là Que où ce soit on à peut notre service. l'imaginer à mauvais escient, on peut aussi l'utiliser et l'imaginer à bon Complètement. escient. Et moi, c'est pareil, j'ai envie de travailler sur des projets comme ça, en collaboration avec l'IA ou autre, parce que je pense que ça nous permettra, justement, sur quelque chose où il y a énormément d'hypothèses et beaucoup de données à traiter, parfois compliqué pour un seul cerveau humain, peut-être de... Ça, c'est de la gestion de la complexité. Et ouais. Et alors, c'est pas moi encore qui l'ai inventé, en tout cas, c'est des ingénieurs qui ont imaginé ce mot-là. Faut arriver à créer de la simplicité. La simplicité, c'est simplement rendre simple ce qui est complexe. Et donc, quelquefois, les hypothèses auxquelles on ne pensait pas au départ, qui vont émerger de l'interaction qu'on a avec l'autre, s'avèrent intéressantes pour essayer de mieux la comprendre et donc de proposer une solution qui est adaptée, optimisée, personnalisée, enfin tous les mots qu'on veut dans le langage courant. Et la simplicité, c'est justement cette gestion de la complexité. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un cerveau qui est... Enfin, les sciences cognitives ont montré que c'était le meilleur outil de gestion de la complexité. Simplement, il faut lui faire confiance. C'est tout.
Et on a plein d'outils, notamment avec les méthodes bayésiennes. La méthode bayésienne, vous allez sur Internet, vous tapez Stanislas Dehaene, Collège de France. Il fait un cours où il montre que les bébés d'1 an, voire moins d'1 an, fonctionnent avec une logique bayésienne. C'est quelque chose qui est engrammé dans notre cerveau. C'est quelque chose qui est accessible. On l'a depuis tout petit. Peut-être même que d'autres espèces l'ont, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à parler avec eux. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais ça, c'est fondamental. C'est qu'on a en gros une capacité de gestion de cette complexité avec des outils qu'il faut juste accepter comme étant peut-être plus efficaces pour gérer ce type de situation que des choses basées sur des choses très probabilistes, moyennes, écart-types, médianes, etc., qui ont fait leur preuve sur certaines choses, enfin sur certains sujets, mais pour ce qui est de l'humain, on passe dans une autre dimension. Enfin, c'est tellement complexe. Si on rajoute les émotions, les vécus antérieurs, le transgénérationnel, enfin, l'environnement dans lequel on vit, enfin, c'est un truc de fou. Le nombre de variables à gérer est incroyable. Donc, à un moment donné, il faut trouver des outils on va dire de gestion de cette complexité beaucoup plus fiables. Et clairement, au niveau statistique, la méthode bayésienne s'avère être un petit peu plus utile. Et donc, quand on est sur le big data, en ce moment, ce qu'on voit justement émerger, ce sont des projets justement basés là-dessus, cette approche bayésienne, plus le machine learning, etc., qui permet d'apprendre en fait à des ordinateurs avec un certain algorithme à comprendre ce qu'on attend d'eux pour analyser plus vite les choses que nous, on gagne du temps. Mais on doit toujours garder à l'esprit que, à la fin, c'est une décision humaine qui doit être prise. C'est un système expert, c'est un système donc, qui nous aide à aller vite pour l'analyse, mais la décision finale, on la prend avec l'individu. C'est lui qui va être Tout à fait. à la fin la personne qui va recevoir les recommandations et donc les appliquer pour sa vie. C'est aussi sa responsabilité de choisir. Ah oui, tout à fait, ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, on parlait d'humilité. Moi, je vois beaucoup de gens dans les approches dites complémentaires, hein, qui ne relèvent pas des approches médicales ou paramédicales, et qui parfois, on ne sait pas encore pour quelle raison, en tout cas, je ne peux pas te dire le fin mot de l'histoire, mais parfois, il y a un petit peu de mental, d'ego là-dedans, où on aimerait, tu sais, détenir un peu la vérité, et puis partir un peu, on va dire, en croisade, aller voir toutes les personnes et leur dire: «Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça». Moi, j'ai souvent tendance à dire, on met à disposition, certes, dans notre posture d'accompagnement, donc évidemment, pour la personne, on peut être une figure d'autorité ou peu importe, mais on met à disposition et la personne dispose. Après, on Exactement. peut utiliser des leviers motivationnels, des matrices décisionnelles pour que la personne vraiment, soit un petit peu rentre dedans, quoi, et joue le jeu. Mais pour autant, à la fin, c'est elle l'humain, c'est elle qui décide de sa vie et on ne pourra jamais la forcer. Ça, Et, pour moi, et le résultat ne nous appartient pas. Tu le disais aussi tout à l'heure. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste énormément. Le résultat ne nous appartient pas. Si la personne obtient des résultats, on peut célébrer avec lui, mais c'est son résultat. Si la personne échoue, c'est son résultat. On peut aussi en tirer des leçons par rapport à nous-mêmes en tant que professionnels d'accompagnement, mais pour autant, ça reste quand même son résultat. Nous, notre travail, je dis souvent, c'est une obligation de moyens. C'est de mettre tous les moyens en œuvre pour aider cette personne vis-à-vis de ce qu'elle vient nous demander. Et j'adore dans la naturopathie, quand je rencontre des naturopathes me dire, ils me disent, je comprends pas, j'ai pas de résultat, etc. Je dis, explique-moi un petit peu. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle voulait, la personne? Comment ça, qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas, là, tu me parles de ça comme si c'est une évidence qu'il faut l'accompagner là-dessus, mais est-ce que tu lui as demandé ce qu'elle voulait? Ah non, mais elle m'a dit ça, 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 il fallait bien que je corrige son alimentation, son mode de vie, son machin. Je dis, moi, j'en sais rien. Je suis personne, je suis pas son gourou, moi, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est elle qui doit me dire ce qu'il faut faire. Éventuellement, je peux l'y aider. Mais où est-ce que je l'emmène? C'est elle qui décide de son point B quand même. C'est elle qui sait où elle part en vacances. C'est pas moi qui décide de ses vacances, plus de son itinéraire. Non mais en fait, je suis pas sa mère. Et je trouve ça assez intéressant de redescendre un peu de son petit nuage là où on regarde les gens de haut, de se mettre en mode relation adulte-adulte. Tu vois, au même niveau. il n'y a pas de hiérarchie, même si je dispose certainement d'outils qu'elle ne connaît pas. Et donc, je mets à disposition, je mets tous les moyens en œuvre, mais par contre, elle est responsable aussi, et elle choisit ce qu'elle fait, quoi. C'est ça qui est vachement, que je trouve passionnant, en fait, aussi, et tellement beau chez quelqu'un qui, pour la première fois, bien souvent, reprend un peu sa santé, son bien-être en main, plutôt que la fatalité qu'on a tendance à lui exprimer, ou en tout cas les conditionnements sociétaux, on va dire, c'est de façon générale, c'est très fataliste, quoi. Mais complètement. Après, il y a des personnes qui sont en souffrance depuis tellement d'années que, enfin, ce que j'essaie aussi d'expliquer quand je fais des formations de personal trainer, c'est que là, elle est, comment dire ça? Elle crie pas au secours, mais quasiment, quoi. Elle vient nous voir parce on lui a recommandé de venir nous voir. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait pas comment y arriver. Bien sûr. Donc là, évidemment,
heu, quelquefois le point de départ, c'est nous qui allons le proposer. Évidemment. Et après, bah, l'idée, moi, je vise toujours l'autonomie de la personne. Mmh. Ça, c'est ma finalité, c'est la personne doit être autonome. Si sa vie, c'est pas la mienne. Mmh. Si elle veut regrossir derrière, c'est plus mon problème. Mais au moins, elle aura vu comment on peut maigrir, hein, si on prend juste la perte de poids. Mais l'idée c'est le nudge management, on appelle ça, le petit coup de pouce de départ avec, certaines formes de phrases, d'idées, de mots qui vont hop, la mettre en route, en fait. Ça, c'est aussi un petit peu notre rôle. Mais après, il faut que ce soit quand même elle comme tu disais, qui gère son avenir, qui gère sa vie, sa santé. C'est pas la mienne. Bon, c'est son capital, c'est pas le mien. Chacun fait, comment dire? Proliférer son capital comme il le souhaite. Donc ça, c'est pareil, c'est un rôle un petit peu difficile à gérer parce qu'à quel moment je reste dans ma posture, on va dire, de conseiller et à quel moment je passe dans une posture un petit peu plus autoritaire où je vais Mmh. peut-être imposer les choses. C'est pas évident à gérer. Et c'est souvent, bah, le piège de l'autorité qui prend le dessus et tu fais comme ci, pas comme ça, puis ça devient un peu inquisition, Pour l'inquisition moi, une fois quelquefois. qu'on a compris où on va, c'est pas un problème d'avoir cette posture peut-être un peu plus autoritaire, mais au moins la destination, tu vois, elle a été Oui, validée avec la complètement, ouais. personne. Alors que très souvent, la personne décide de la destination et voire même parfois se force des gens à être accompagnés, à recevoir des conseils. Je pense à la vie privée ou à tout ça, où des fois ça crée des conflits même dans les familles. Je pense à des étudiants, hein, j'en ai même chez nous, hein. Au début, parfois, ils n'ont pas encore compris ce truc-là, ils l'ont pas encore vraiment mimétisé ou ils l'ont pas encore intégré. Et très vite, ils partent en croisade avec leur famille, etc. Ça crée des conflits. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'en a pas envie. Ça, c'est clair. Donc la personne, c'est à elle de nous dire, j'ai envie d'aller jusque-là. Et nous, peut-être parfois, on va devoir lui mettre un coup de pied au cul parce elle nous paye pour atteindre cet objectif, pour qu'on mette tout en œuvre. Évidemment, ça nous arrive aussi de devoir activer un petit peu des différentes formes de motivation, ça c'est clair. Et Cette tu sais, motivation, c'est un truc souvent que les gens me disent, et notamment dans les domaines un peu bien-être, santé alternative, tout ça, tu sais, il y a vraiment des belles convictions en règle générale chez les accompagnants. Les gens me disent: «Ouais, mais c'est parce que j'aime profondément les personnes, ça me fait trop mal de les voir pas faire le nécessaire pour sortir de leurs problèmes». Et donc dans ces cas-là, ben, elles sont un petit peu dans: «J'aime ces personnes, vraiment profondément, c'est pas ma famille, mais pour autant j'ai envie qu'elles s'en sortent». Un peu comme une maman qui voudrait, prendre la décision de la sécurité pour son enfant, de ce qu'il devrait faire de son avenir, et cetera. Et moi, j'aime bien leur dire: «Mais tu sais, en fait, une maman, si elle aime son enfant, elle a envie qu'il soit autonome et qu'il puisse vivre sa vie même si elle n'était pas là. Pas toujours qu'elle doive lui tenir mmh, la main, s'assurer qu'il tombe pas, le retenir, et cetera. Non, au contraire, qu'il puisse s'en sortir sans elle». Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile d'adopter cette casquette. Ouais. si tu prends l'image de la maman qui va aider son gamin, toute la vie, quand ça sera grand-mère ou arrière-grand-mère, elle va peut-être continuer à lui tenir la main. Non, c'est pas possible. Pas C'est possible. elle qui va tomber avec lui, du coup. Donc là, non, il faut prendre des distances et comme je dis souvent, c'est être, distant mais pas distinct. Mmh. Je te comprends, mais je suis pas toi. Mmh. Ça, c'est important de bien garder cette relation, que ce soit clair dès le départ, quoi. C'est un truc qu'on croise très souvent, hein, les gens qui prennent un peu la souffrance de l'autre, qui me disent: Mmh. «Mais tu te rends compte de ce que la personne vit?» Et puis du coup qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent un peu à leur place, et parfois même qui vont les voir en les prenant dans les bras alors que la personne elle-même te parle d'un truc dramatique, Mmh. mais elle le vit bien en fait. Elle a développé de la résilience, elle a peut-être C'est fait ça. la paix avec son histoire. Moi, ça peut activer un truc en moi, ou la personne qui l'accompagne, et à ce moment-là, c'est un peu à moi de travailler sur moi, quoi, quelque part. Mais si j'ai besoin, parce que je suis mal à l'aise avec ce qu'elle dit, d'aller lui faire un câlin alors qu'elle ne demande rien, je suis en train de l'habituer à un truc dont elle a pas besoin, c'est pas bon non plus, quoi, tu vois? C'est toujours cette notion de posture qui est pas, pour beaucoup, qui est pas évidente, hein. Là, tu fais ta thérapie, pas celle de l'autre, quoi. C'est ça. Faut pas oublier ça, ouais. Et ouais, exactement, il y en a beaucoup où je vois parfois qui un peu ont tendance à transposer ou à projeter, et c'est pas forcément adéquat. Mmh. Je reviens sur le sujet de la naturo parce que tu sais, nous, c'est vraiment un secteur où j'ai à cœur, en fait, je pense que c'est une vraie solution par rapport au système de santé d'aujourd'hui. Le problème, en fait, c'est que c'est un secteur qui n'a vraiment pas évolué, et plutôt que de dire: «C'est la faute des lobbies pharma, c'est la faute de la médecine qui comprend pas, c'est la faute des autres ou des agro-industriels», moi, j'aime bien dire: «Regarde-vous un peu le nombril, parce que le seul truc sur lequel vous pouvez agir, c'est vous-même, hein». Donc c'est Mmh. bien de dire les autres machins. En attendant, quand je me regarde le nombril, je me dis: «Bah, oui, les formations en naturo, peut-être aujourd'hui, bah, sont pas au niveau. Peut-être la posture des naturopathes n'est pas au niveau. Peut-être la communication n'est pas au niveau. Peut-être il y a beaucoup de choses». Et il y a toute une mouvance de gens qui disent qu'on peut se former à la naturopathie et donc à l'accompagnement à la santé d'un individu, même sans faire d'anatomie et physiologie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal? Sérieux, là?
Je suis très, très sérieux, Pascal. Bon, je pense que tu as compris Ah que ouais. chez nous, c'est pas exactement le cas, puisque la preuve, tu Ah interviens oui, non, mais et que les étudiants ont l'air de très bien comprendre ton cours. mmh, Pourtant, c'est un cours de haut vol que moi, j'ai pas vu un dixième de ça dans aucune des formations naturo que j'ai fait, même les plus poussées. Donc forcément, bien sûr, ils ont un bagage anatomique et physiologique. Mais c'est quand même, c'est une vraie question, hein. C'est pas, non, non, il y a vraiment des gens qui aujourd'hui OK. pensent qu'on peut former à ce genre de discipline sans anatomie et physiologie et sans que ça aille trop loin. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'anatomie et la physiologie? Ce sont 2 disciplines de la biologie, bio et logos, donc la connaissance du vivant. L'anatomie est une description, du vivant, la physiologie, la description de comment ça fonctionne. Quand on sait comment un cœur est conçu, par exemple, ou même les artères qui partent du cœur, et qu'on explique que, bah, ce qui va se passer quand on a une alimentation hyper sucrée et que progressivement ça crée un terrain pro-inflammatoire qui entraîne une maladie cardiovasculaire, on est en plein dans l'anatomophysiologie, voire l'anatomopathologie. Mmh. Si on ne comprend pas ça, enfin, si on ne comprend pas l'intérêt d'expliquer des choses comme ça, pour que même la personne, le patient, ou le client, vous l'appelez comme vous voulez, Mmh. comprenne ce qui lui est arrivé, bah, quelquefois, moi, ça m'est arrivé avec mes clients de faire un dessin sur un bout de papier dans leur salon, parce que je fais du personal training quelquefois à domicile, enfin, ça a été souvent le cas. Elle leur a dessiné un truc pour expliquer, voilà ce qui vous est arrivé, voilà où ça buguait, et voilà où moi je vous aide en fait à remettre les choses en ordre. Et ça, c'est son corps. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Henri Laborie, que j'adore, dont j'ai lu les bouquins. Il a dit un truc qui est incroyable, c'est en gros, pour que les personnes comprennent comment elles fonctionnent, il faut leur apprendre comment leur cerveau fonctionne. C'est un neurophysiologiste, hein, il était l'origine de la création des antidépresseurs. Donc en gros, expliquer comment le cerveau fonctionne, ça permet aux personnes de s'approprier en fait le mode de fonctionnement et leur mode de pensée, les biais cognitifs, enfin, plein de choses comme ça qu'on connaît aujourd'hui, qui aident en fait à mieux appréhender toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Et pour le corps humain, c'est pareil. Quand on a enfin, j'espère que vous connaissez la notion de patient expert. Un patient expert, c'est un patient qui connaît plus de choses que son médecin traitant. C'est-à-dire qu'il s'est tellement documenté sur sa maladie qu'il en sait plus que son médecin, voire le spécialiste qui l'accompagne. Et c'est devenu aujourd'hui des référents pour les patients qui ont les maladies comme eux, que les experts médicaux, en fait, on va consulter. Donc on voit bien que cette connaissance de la pathologie de la maladie est fondamentale pour essayer d'aider les autres à avancer. Mmh. Et l'anatomie et la physiologie sont 2 outils qui expliquent en gros comment le corps est conçu et comment il fonctionne, qui sont pour moi fondamentaux, quoi. On ne peut pas s'en passer. Et dès qu'on s'intéresse à l'individu, ce sont des incontournables. Après, on y met le niveau qu'on veut en termes de complexité. Si on veut des gens très pointus, il faut faire des cours très pointus. Si on veut le basique, il faut le basique. Mais ne pas en faire, je trouve que c'est une hérésie, quoi. Enfin, les patients eux-mêmes, encore une fois, ils en connaissent plus quelquefois que le chirurgien qui va les opérer je sais pas, d'une artère, etc., ou d'une hanche, au final. Ce qui est quand même incroyable. Internet donne accès à pléthore d'informations. Chaque patient, après, la source, la validité, c'est autre chose. Mais On est en d'accord. tout cas, il y a de l'information. C'est-à-dire que quelquefois, le patient s'est tellement documenté avant d'arriver qu'il ne demande pas au médecin de lui expliquer sa maladie. Il veut juste dire comment vous allez m'opérer, quel est en gros le type d'opération que vous allez faire, par exemple pour mon ablation du sein, etc. Est-ce que vous allez prendre un lambeau du grand dorsal pour le passer devant, faire une niche? Enfin, c'est très technique. Et là, le médecin, il ne comprend pas. Il dit putain, elle connaît mieux que moi l'opération que je vais faire. Oui, parce qu'elle s'est documentée et on a l'information. Donc à un moment donné, ça c'est de la connaissance anatomique. Le côté physiologique, c'est en gros le coup de scalpel que je vais faire pour ne pas dénaturer le fonctionnement global du corps et qui fait que la personne va accepter cette forme d'opération et que dans la durée, ça va lui faire quelque chose de stable, hein, qui ne va pas en pâtir, il n'y aura pas de récidive. Donc ça, enfin, là, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un minimum d'anatomie de physiologie dans les enseignements de naturopathie. Je vais te poser une Voire de la question. biochimie, enfin, je dirais même un peu plus Oui, loin. ça me Voilà. paraît, voilà, c'est bon, Mais quelque de part, base, c'était hein, évident, mais bon, après, voilà. c'est pas un gros mot biochimie. Hein. Non, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est un mot qui fait peur Mm. et aujourd'hui, on est quand même sur un marché où on a, des entreprises de vente de formation, hein, que Mm. certains appellent des écoles, mais qui souvent, ben, se consacrent à vendre de la formation et évidemment, quand tu commences à mettre des mots comme ça, bah, tu restreins un petit peu ton volume de prospects, tu Mm. vois? Parce que forcément, ça fait peur ce genre d'enseignement, on a l'impression qu'il faut déjà un niveau et cetera. Alors nous, je le sais de source sûre, je préfère toujours parler de ce que je connais. C'est plus facile de parler de notre propre école que de l'école des autres. Certains diront: «Ouais, tu parles de ton école». Je préfère te parler de ça que de celle de ma grand-mère, tu vois? Parce que en vrai, c'est quand même celle que je connais le mieux. On a des étudiants qui, pour la plupart, n'ont aucun bagage de départ et qui y arrivent.
Mmh. Pourquoi? Parce qu'on a des enseignants qui sont passionnants comme toi et qui donnent envie, tu vois? Donc Mmh. déjà, ça me paraît pas mal. Je vais te poser une question qui est presque rhétorique, mais je suis obligé de te la poser parce que je peux pas t'avoir assis dans ce canapé et ne pas te la poser. Est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un de façon individualisée et contextualisée si on n'a pas étudié l'anatomie et la physiologie? Je parle en naturopathie ou en tout cas autour de la santé. Ça serait enfin, pour moi, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est compliqué, c'est très compliqué. Peut-être qu'il y a un cas dans le monde qui pourrait, Faut me le avec citer. une intuition extraordinaire. Ouais, faut me l'expliquer, je sais Mais pas. en attendant, c'est vrai que toi, par exemple, ta capacité au fur et à mesure des années à individualiser vraiment ton accompagnement, c'est grâce à la science et c'est grâce à ta connaissance Elle vient pointue de de mon approfondissement de ces connaissances-là et exactement. plus j'en connais, plus je me sens, apte à aider les gens. Mmh. Quand j'ai découvert les fascias en 84, 84 pour les encore une fois pour nos Belges ou nos amis suisses, hein, c'était une révolution pour moi. Et puis c'est l'un de mes profs qui m'a montré bon, j'ai fait de la dissection sur le cadavre, hein, en anatomie, j'étais en sciences du sport en STAPS à Bordeaux et on avait des cours d'anatomie, des vrais cours d'anatomie de médecine. Donc j'ai découvert le corps humain comme ça. J'ai trouvé ça passionnant et surtout j'ai découvert, ces tissus qui ensuite, fallait parler de beaucoup plus tard. Je parle de 84 encore une fois, où les fascias pour moi c'était une découverte et comprendre en fait ce tissu et j'ai accumulé en fait des datas, scientifiques, thérapeutiques et cetera dans plein de domaines, même, l'influence des huiles essentielles sur la façon dont ce tissu peut réagir, en mise en tension ou en relaxation, enfin pour moi c'est je peux pas revenir en arrière, quoi. Tout ça, c'est quelque chose qui va être un bonus pour le patient ou pour le client qu'on va suivre et plus j'accumule de connaissances, alors c'est peut-être mon profil qui veut ça parce que je suis très curieux de nature, mais plus j'en accumule et plus je me sens, à même d'aider, la personne et quelquefois, on me pose des cols et tant mieux, c'est-à-dire que je ne sais pas tout et que je vais, peut-être aller chercher justement l'information qui me manquait peut-être à ce moment-là pour aider la personne et aller plus loin dans mon expertise future pour d'autres pratiquants, patients, clients qui me présenteront le même problème, quoi. Et Mmh. c'est cette possibilité, en fait, comment dire ça? C'est restreindre le champ des possibles que de se couper, en fait, de ce type d'information qui est, en fait, c'est le corps humain. Il est comme ça, le corps humain. C'est comme ça qu'on l'étudie, c'est comme ça qu'on l'analyse, c'est comme ça qu'on le comprend. Mmh. C'est ne pas faire ça, c'est, en fait, se couper d'une possibilité de réponse auquel on ne pensait pas parce qu'on n'avait pas cette connaissance-là. Et la physiologie, c'est complexe parce que c'est une approche systémique. On touche à un endroit, ça a des répercussions partout. Et c'est ça qui dérange les gens parce que c'est, comme tout est lié à tout, c'est difficile d'avoir une approche, on va dire, linéaire. En fait, ça ne peut être qu'une approche circulaire. Mmh. Et ça, c'est complexe. Et quelquefois, bah, ça dérange certains qui aiment bien. J'ai la recette pour faire A, la recette pour faire B. Bah non, la recette n'existe pas, c'est plutôt un processus, c'est plutôt une méthodologie, et tu vas de A jusqu'à Z en enlevant la lettre G pour certains. Mais c'est juste ce problème qu'il faut savoir gérer, du moins accepter, parce que sinon, enfin, je ne comprends pas. Encore une fois, le champ des possibles en termes de thérapie, moi, je fais de la thérapie manuelle aussi avec la fasciathérapie, les trigger points, etc. J'ai tout ce que j'ai lu, mais utile aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment une connaissance intime, ouais, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Une connaissance intime de l'individu, du corps humain, qui me permet justement d'être encore plus, expert de mon domaine et tout à l'heure, il y a une des stagiaires du groupe qui m'a remercié, par rapport à la formation qu'on a fait au mois d'août là, sur le trigger point. Elle avait vu plusieurs ostéos et cetera. Je ne suis pas magicien, hein, juste, quelqu'un qui est assez, pragmatique. Elle m'a donné des éléments en termes de symptômes. «Ah, si tu as ça, ça, ça et ça, il y a des chances que le point soit là». On est resté 3 minutes sur le point et là, tout à l'heure, elle m'a dit: «Bah, écoute, je voulais vous remercier» parce qu'elle me voit. «Je voulais vous remercier parce que là, au mois d'août, là, quand on s'est vu, vous avez appuyé, j'ai eu mal et cetera, mais j'ai senti que ça allait mieux et là, depuis, j'ai plus rien». Mais ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas cette connaissance intime de l'anatomie, des fascias, des relations entre le système végétatif et système donc autonome et ces tissus-là et les réactions qui sont, qui déclenchent, enfin du moins qui font émerger certains symptômes et qui font qu'ensuite par, déduction, on en déduit que, Mmh. bah, c'est là que j'ai à agir et si j'ai pas de résultat, c'est ailleurs que je vais devoir agir. Mais sans cette connaissance, moi, je ne pouvais pas m'en sortir. Enfin, je n'aurais pas pu faire ça, clairement. Donc là, je ne comprends pas le C'est vrai que enfin dans ce bref, que voilà. tu me dis, ça me paraît tellement évident. Alors ça me paraît déjà aussi évident, mais c'est intéressant d'avoir ton Mmh. expertise à toi et surtout ton expérience qui est plus grande que la mienne.
à chaque fois que tu avances dans ton expertise, à chaque fois que tu approfondis tes connaissances, tu accompagnes de mieux en mieux les gens. Bah, Et est-ce que tu peux dire que c'est corrélé de résultats, de mieux en mieux? de mieux en mieux, oui. En tout cas, pour certaines personnes, oui. C'est surtout que j'arrive à gérer des problèmes plus complexes qu'avant. OK. Voilà, ça c'est quand c'est complexe, quelquefois, bah, c'est un petit peu dur d'avoir des résultats, mais au moins on a trouvé des choses à faire qu'elle ne pensait pas pouvoir faire avant, parce que, bah, encore une fois, les connaissances que j'ai accumulées, bah, me permettent de proposer des choses qui sont un petit peu à la marge, atypiques, disruptives, comme on dit, innovantes. Voilà, c'est ma curiosité qui me pousse à faire ça, parce que c'est ma motivation interne, ça. Je suis conçu comme ça, je suis câblé comme ça au niveau de mon cerveau. Et ouais. Et donc clairement, oui, c'est vrai que mes taux de réussite ont augmenté, au fur et à mesure que je me suis, bah, formé, et que j'ai vraiment acquis ces connaissances-là. Comme souvent, bah, ça c'était ma baseline sur mon site quand j'avais créé mon site pour mes étudiants à Créteil. C'était, savoir pour comprendre, comprendre pour agir. C'est-à-dire l'action doit reposer sur cette compréhension d'une connaissance, qui est, bah, multiple, et qu'on va apprendre, en fait, c'est un puzzle, hein, qu'on va apprendre à mettre en place en fonction, bah, de notre, affinité Mmh. avec le domaine. Bah, vous, c'est la naturopathie, moi, c'est tout ce qui est prépa physique, personal trainer, nutrition, sommeil, enfin, toutes ces choses-là. En gros, la santé un petit peu globale, la santé et la performance. J'ai des athlètes Mmh. aussi à gérer. Mais enfin, je me suis, comment dire ça? Pour la nutrition, je m'y suis intéressé parce que moi-même, étant gymnaste, bah, j'avais des problèmes avec, faut pas que je prenne trop de gras, parce qu'après c'est mes difficultés que je ne pouvais pas C'est passer. dur sur la barre. Voilà, exactement. Et après j'ai eu des personnes, quand j'étais en STAPS à Bordeaux, qui avaient aussi des problèmes pour prendre de la masse. Et puis après j'ai eu des personnes qui voulaient perdre du gras, et cetera. Et de fil en aiguille, bah, je me suis intéressé à ces questions-là parce que oui, déjà c'était pour moi, à titre personnel, hein. Souvent on fait une formation d'abord pour soi, et après j'ai fait la bascule, j'ai aidé les autres, mais surtout j'ai acquis, par le travail, la lecture, la confrontation des idées, et puis surtout dans la science, quelquefois il y a des choses qui sont, antinomiques. On propose 2 choses, on ne sait pas laquelle est la bonne. En fait, c'est ni blanc ni noir. Il ne peut pas y avoir de consensus en science, hein. On sait que ça sera plutôt ça qui va émerger, plutôt ça. Ça dépend des moments, et à la fin, je me retrouve à pouvoir proposer des accompagnements, que je ne pensais pas être capable de faire, clairement, hein. Au départ, pour moi, c'est que l'activité physique, mais maintenant je suis sur la nutrition, sur le sommeil, sur les triggers, sur les huiles essentielles, enfin je m'amuse, quoi, je Et ouais. m'éclate. Franchement, c'est un plaisir pour moi, et ça, le savoir est cumulatif, on ne le perd pas. Mmh. Donc si on peut accumuler, tout ça, bah, ça fait grandir, je sais pas quel terme utiliser, mais ça fait, grandir notre puissance de frappe, en fait. Et au lieu de taper sur un petit coup comme ça, en fait, on peut taper beaucoup plus large, et quelquefois le beaucoup plus large, c'est en gros plusieurs angles d'attaque pour le même individu Ouais. qui vont nous aider à avoir des meilleurs résultats, ou de bons résultats, parce que les meilleurs, c'est les meilleurs du moment, mais c'est pas les meilleurs tout le temps. Mmh. Voilà, donc avoir les bonnes pratiques, c'est mieux que les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques sont les meilleures à un moment donné, et elles seront amenées à changer, donc elles seront, bah, obsolètes, et remplacées par des nouvelles pratiques qui sont meilleures effectivement que les anciennes. Donc, Mmh. je préfère dire bonnes pratiques que meilleures pratiques. Ouais. Voilà. Je vais faire un truc qui est à l'envers de tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on parle de systémique, on parle de, d'éviter les raccourcis AB, et cetera, et que ce soit circulaire. Est-ce que enfin moi, ce que je ressens dans tout ce que tu me dis, c'est si j'ai plus d'expertise et de savoir, je comprends mieux. Comme je comprends mieux, quelque part, j'ai un plus grand impact. Toi, tu as bien décrit que plus tu as développé, ton impact était plus large puisque tu pouvais couvrir des choses que avant tu ne pouvais pas accompagner. Clairement, oui. Mais en plus de ça, il y a une efficacité et un peu comme si tu étais en même temps plus large, mais plus incisif sur chaque chose. Et donc c'est assez, pour moi, j'ai envie de te dire, évidemment qu'il nous faut plus de connaissances. On peut plus se contenter de formations basiques quand on veut aujourd'hui accompagner des humains, qui sont plus seulement mal alimentés comme on a eu, à certaines époques, et Mmh. cetera. Là, aujourd'hui, on a des gens qui, psychologiquement, émotionnellement, sont dans les chaussettes. On a des gens qui sont devenus très sédentaires avec le télétravail, et Mmh. je sais à quel point aujourd'hui tu as beaucoup parlé à nos étudiants de l'incidence en termes de mortalité et autres du fait d'être assis toute la journée ou de travailler assis. C'était assez bluffant, hein, quand on regarde les chiffres, c'est quand même assez Ça hallucinant, ça fait peur, ouais. tu vois? Donc toutes ces choses-là, mis bout à bout, bon, moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, on peut plus prétendre accompagner des gens, s'improviser, quoi. On est obligé d'utiliser des outils quand même modernes et se mettre à jour, et
ça nécessite des bases, parce que lire des publications scientifiques, pour toi, c'est du vélo. Quelqu'un Oui. qui a Oh, aucune pas toujours, hein. connaissance anatomique et physiologique, ça va quand même être extrêmement compliqué, de pouvoir regarder, se mettre à jour des publications scientifiques. Donc là, ça crée quelque part de la dépendance à, qui me transmet l'info? Parce que des fois, on va aller voir dans des formations. Mmh. Donc c'est un laboratoire qui me dit ça. Mais bien souvent, il a le complément alimentaire qui va avec, il a la machine qui va avec, il a la ceinture machin ceci, cela qui va avec. Mmh. Et donc je pense que pour être autonome et maintenir un haut niveau d'exigence et d'excellence d'accompagnement, ça passe par une base d'enseignement qui soit quand même, solide, quoi. Il y a un mot que j'utilise souvent pour un peu résumer ce que tu dis, c'est l'efficience. Et l'efficience, c'est pas l'efficacité. L'efficacité, c'est centré sur le résultat, Mmh. peu importe le chemin. L'efficience, c'est s'intéresser au chemin, parce qu'on est dans l'individualisation. Et ce chemin-là donc, va être différent d'une personne à l'autre. Et si ça se trouve, le résultat que je vais obtenir va aller plus vite ou va me demander moins d'énergie. En gros, j'ai été plus économe, j'ai un meilleur rendement au final. Et l'efficience, en fait, devient importante parce que les gens sont de plus en plus pressés, veulent des résultats tout de suite. Et quelquefois, on est embêté, quoi. Souvent, je prends le cas de figure de mon plus gros client que j'ai eu à gérer, dont j'ai parlé aujourd'hui, qui faisait 158 kilos. S'il me dit, bah, là, on est au mois de mai, je veux perdre toute ma masse grasse pour mon body summer, je vais le regarder, je vais lui dire, je ne suis pas Harry Potter, donc ça va être compliqué. Donc ça va prendre plus de temps que ce que vous voulez. Il y a des chances qu'on y arrive. Quand, je ne sais pas. Mais perdre le grand trop, oui, ça, enfin, c'est possible. Par contre, le temps, je ne sais pas. Les méthodes, je les connais. Et par contre, c'est votre poids, c'est pas le mien. Donc, c'est pas parce que je cours à côté de vous que vous allez perdre du poids. C'est bien vous qui allez faire le travail. Et dans l'efficience, en fait, il y a comment dire, on responsabilise la personne en même temps qu'on lui propose des méthodes et des outils. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, obligation de moyens, qui vont matcher avec son besoin. Et si on réussit ça, c'est l'efficience parce qu'on va avoir des gains plus vite que ce qu'on pensait, sans forcer en fait. Mmh. Parce qu'en fait, ce sont deux projets qui se retrouvent. Mon projet d'aider, son projet on va dire maigrir par exemple, hein. Et une fois qu'ils sont ensemble, en fait, cette union, c'est plus puissant que chacun de notre côté. Et lui, ce qu'il va m'apporter va m'aider à l'aider. Donc c'est cette interaction permanente qui on parle de monitoring, enfin, gestion des Mmh. données, etc. Et cette interaction permanente, ça va alimenter cette relation et on va avoir une puissance de tir. Encore une fois, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que on ne se rend pas compte comment dire, de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. Moi, je connais que j'ai suivi il y a 30 ans, on continue à avoir des échanges, quoi. Ouais. Parce que j'ai marqué un petit peu leur vie, comme ils me disent souvent, ça me fait plaisir. Mais il faut rester modeste hein, quand même. Mais cet impact qu'on a, en fait, c'est parce qu'on aime le faire, et puis que surtout, on a la compétence et la capacité. Donc la compétence, c'est le savoir-faire, la capacité, c'est par le savoir. J'ai justement suffisamment de données pour comprendre de quoi vous avez besoin, et là franchement, je peux vous aider. Par contre, les choses que je ne sais pas faire, ça, je le dis clair et net, les choses, je ne suis pas compétent du tout. Et Mmh. là, je passe le relais, j'ai suffisamment de personnes dans mon réseau maintenant pour dispatcher les personnes sur des personnes plus compétentes que moi dans certains domaines, beaucoup de domaines même. Et il faut savoir garder sa place, quoi. Ça, c'est clair. Ne pas dépasser son champ de J'adore compétences. l'humilité des formateurs comme toi parce que et même des J'en- professionnels en général. Mm. J'aime dire à nos étudiants, un expert, il sait ce qu'il sait, Ah bah, ça, il c'est. sait ce qu'il ne sait pas, en étant relativement honnête dessus Mm. quand même. Et puis souvent, il sait où trouver ou par le biais de qui accéder à ce qu'il ne sait pas. Mm. Et c'est tout à fait normal de rediriger, alors que souvent maintenant dans les pratiques dites alternatives complémentaires, on voit souvent des gens qui, quand tu les écoutes, quel que soit le cas, ils accompagnent tout. En fait, tu vas dire: «Mais je comprends pas, en fait, toi, tu es omniscient, en fait, tu connais vraiment tout». Mais en fait, pour moi, c'est très puissant d'être capable de dire: «Ça, je sais pas». Par contre, du coup, quand je te dis que je sais, c'est que vraiment je sais, tu vois? Ça, je peux vraiment l'accompagner et j'apprécie vraiment ça chez toi. C'est pour ça aussi que, je suis très heureux que tu interviennes auprès de nos étudiants. Déjà parce que tu es pas naturopathe, ça nous permet d'éviter la consanguinité de la vision et moi, je trouve ça vraiment fascinant. Mm. Autant j'adore les très bons naturopathes, autant je trouve ça vraiment important qu'on ait des professionnels et des scientifiques comme toi qui viennent intervenir auprès de nos étudiants pour amener un autre niveau, une autre vision. Peut-être parfois, c'est pas exactement pareil, mais ça amène un autre angle de Pas vue, grave. ça amène de la nuance. Et en règle générale, c'est toujours hyper intéressant et constructif. C'est très rarement vraiment opposé ou autre. En tout cas, nous, ça nous arrive quasiment jamais. Mais c'est toujours très, très enrichissant.
Et puis, j'adore ta façon d'en parler parce que tu as énormément d'anecdotes, énormément d'apports, bien sûr, Plus vieux, hein, un peu. ouais, mais même, tu sais, enfin, il y a des gens qui le racontent pas aussi bien et moi, tu vois, c'est ce que je classe dans la catégorie des gens qui sont experts, donc qui m'apprennent beaucoup de choses, mais inspirants. Tu vois? Qui quand ils en parlent et je te remercie énormément pour ça. Du coup, j'ai une petite question avant qu'on se laisse parce qu'on a vraiment échangé sur vraiment beaucoup de choses. Tu as transmis énormément de valeur et puis à la limite, ça ne nous empêchera pas de refaire un autre contenu une prochaine fois. Hem, Toi là, est-ce que déjà dans le passé, tu as contribué à former des naturopathes? Ah, c'est une petite question, tu auras une petite réponse donc? Non. Jamais? Non, par contre, j'ai eu des interactions avec certains d'entre eux qui m'ont envoyé leurs patients, Mmh. parce qu'ils me connaissaient. Donc je savais ce qu'ils faisaient, donc on avait des interactions. Mais j'ai eu plein de personnes du domaine médical et paramédical avec qui j'ai eu des interactions. Après les formations, non, mais avoir des contacts avec ces gens-là, oui, parce Mmh. que ça m'est arrivé, de faire appel à leurs services pour certains de mes propres patients clients, on va dire. Mais pour la formation, non, c'est la première fois Mmh. j'accepte de le faire parce que je n'accepte pas toujours. Je refuse beaucoup de choses parce que c'est ma façon de faire, hein, ou d'être. Tant que je sens pas enfin, comment dire ça? Je vais pas jeter des fleurs non plus, mais hem, quand ce qu'on me propose ne repose pas sur des bases solides, je m'engage pas. Mmh. Quand je sens que c'est un peu bancal, que c'est n'importe quoi, enfin, c'est juste de l'apparence, on veut juste mon nom sur la plaquette et puis basta cosy, ça je refuse directement. Mmh. Pourtant, tu es un mec pas très connu, je comprends pas, enfin. Non, non. En fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu as totalement raison de le dire et moi, je le dirais en toute transparence. Au début, quand j'ai démarché des formateurs, j'ai dit: «Je vais prendre tous les meilleurs que je connais sur tous les sujets et même quand je les connais pas, je vais les chercher, je vais dénicher le meilleur» et je vais pas te mentir, me présenter comme école de naturopathie, ça n'a très certainement pas été quelque chose qui m'a permis d'accéder à ces personnes-là. Je pense au docteur Michel Delorgeril, on a échangé par mail pendant quasiment un an avant de se parler au téléphone et qui me disent: «En fait, vous n'êtes pas comme, enfin, en gros, pas comme les autres naturopathes, donc on va pouvoir collaborer». Et donc très souvent, ça ne m'a pas ouvert des portes. Tu vois? C'est pour ça Ouais. que je te demande parce que Faisant tu lui, c'est un compliment. non, mais tu vois, je veux dire, c'est quand même assez intéressant de voir que aujourd'hui, c'est une discipline qui, quand on comprend ce qu'on fait dedans, colle parfaitement avec ce qu'on a besoin dans notre système de santé Mmh. et qui a démontré d'énormes lacunes et d'énormes manquements, hein. Autant il y a des choses qu'on fait de mieux en mieux, autant il y a des endroits où il y a rien, en fait, il y a rien qui est proposé, C'est de pire en pire. quasiment rien et c'est un désert, quoi, concrètement et donc là, on avait envie de dire: «Bah, on va proposer quelque chose». Ça paraît être une évidence quand on observe le secteur et pourtant, bah, quand on se présente comme naturopathe ou école de naturopathie, c'est très rare qu'on nous ouvre des portes. Donc moi, j'avais envie, voilà, je préfère demander, je vais pas te mentir, la plupart de nos formateurs, au début, ils m'ont dit: «Ton premier email ou ta première prise de contact, j'ai même pas cherché à savoir, j'ai vu écrit le mot naturopathie, c'était dead». Et puis ensuite, souvent, bah, on a discuté un petit peu, ils se sont rendus compte que c'était quand même une autre approche, que le but, c'était d'une observation du terrain, de dire: Mmh. «Bah, nous, le résultat que les écoles obtiennent, c'est exactement ce qu'on ne veut pas». Donc moi, je pars du principe que si je veux un résultat différent, bah, peut-être je vais faire des choses différemment. Et donc forcément, là, quand on a commencé à discuter des projets et tout, ça s'est ouvert. Ah bah, Et c'est complètement. vrai qu'on s'est mis à collaborer Complètement. ensemble. Mmh. Mais moi, ce que je vois, c'est tu es quand même un gars occupé, tu formes beaucoup de monde, tu es pris, tu travailles avec des gens passionnants, des sportifs de très haut niveau dans des très hautes équipes, enfin, tu vois, pour avoir discuter avec toi en privé. Je veux dire, tu as écrit des bouquins, coécrit des bouquins qui sont aujourd'hui des références. Tu t'ennuies pas, Pascal, tu vois. Tu es un gars qui Non, s'ennuie ça pas. Qu'est-ce que tu fous là, un week-end, pour donner cours à nos étudiants? Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet-là et dans le fait d'intervenir chez nous? l'hôtel est sympa, le restaurant est sympa. C'est vrai, en Ouais, plus, c'est non, carrément vrai. la salle de Le cours, cadre est vraiment cool. la salle de cours, c'est une tuerie. Non, au-delà de ça, c'est la transmission. Moi, Mmh. je suis formateur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. La première fois que j'ai formé des gens, j'avais 18 ans. Mmh. J'étais à la fac de sport de Bordeaux. Donc je suis gymnaste et puis j'ai fait mes diplômes de fédéraux de gymnastique et mon conseiller technique régional en Poitou-Charentes, parce que je suis de La Rochelle, je suis natif de La Rochelle, m'a dit: «Pascal, toi tu t'y connais en physio-biomécanique et cetera, tu vas venir nous faire les cours?» «Attends, je suis juste, non, 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 c'est bon, tu es staff toi». J'étais ju en première année, hein. Je dis: «Waouh, qu'est-ce qui se passe là?» Alors comme je suis un peu, curieux, je voulais quand même d'abord, voir qu'est-ce que c'est que d'être formateur et en fait j'y ai pris goût, je trouvais ça sympa et la transmission en fait c'est une passion pour moi donc tu me proposes de venir chez toi parler de sujets qui m'intéressent, qui me passionnent, bah,
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on n'a pas fini. C'est À chaque fois, le ouais, problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a des au nouveaux début, on dit on va faire un truc, on en rajoute ouais, 2. À chaque fois qu'on se revoit, on en rajoute 2, mais on n'a pas fait encore les 2 autres d'avant. ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'histoire d'avoir des projets. Ouais. Donc non, voilà, j'y ai pris goût à l'époque, là, quand j'avais 18 ans, et ce ressenti que j'ai eu, le plaisir d'expliquer des choses que j'avais apprises. Et ce qui est fondamental, c'est que quand on est formateur, on est obligé de maîtriser encore mieux ce qu'on a appris pour le transmettre. Et c'est comme ça qu'on monte en puissance aussi. Je conseille aux gens de former, enfin, d'expliquer à des personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'elles font, leur métier, par exemple. Et en l'expliquant, en fait, elles augmentent leur propre expertise. Mmh. Parce que ça clarifie en fait nos idées. Je peux que te valider là-dessus, Et à la fin, on est ma propre expérience me le témoigne. on est beaucoup Mmh. plus fluide, etc. Enfin, c'est comme ça. Mmh. Et pour moi, c'était fondamental parce que bon, j'ai eu quand même des bonnes mentions ou des bonnes notes grâce à ça. Je travaillais, etc. Mais c'est parce que je l'enseignais en même temps que ça me clarifiait les choses, que ça m'obligeait à structurer en fait mes connaissances, à mieux comprendre, pour que ce soit clair, limpide, enfin, la Mmh. vulgarisation. Ouais. J'ai compris que c'était un exercice difficile, très difficile. Sinon, on tombe dans le vulgaire. Et oui. Et donc, prendre du recul, vraiment s'asseoir pour essayer de bien clarifier ce qu'on a dans la tête pour l'expliquer, ça a été, donc c'est ça le travail de formateur. À un moment donné, bah, ça a été, pour moi enfin, c'est salvateur, quoi, parce que vu le nombre de choses qui m'intéressent, j'étais obligé de mettre tout ça, de clarifier de but en blanc toutes les idées que j'avais, les concepts, les relations entre elles, etc. Parce que souvent, on me dit que je suis on appelle ça un passeur. En gros, un passeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans un domaine scientifique et qui a la capacité à aller chercher des informations dans un autre domaine, pour les transférer dans le sien, parce qu'il trouve que ce qui est là-bas, en fait, c'est pas si mal que ça pour ma propre expertise. Et en tant que gymnaste, c'est ce que j'ai fait, notamment sur la prépa physique. Je suis allé en athlétisme, en judo, etc., piquer des idées d'exercice pour ma propre discipline. Mmh. Et j'ai fait ça en fait dans plein de domaines scientifiques qui m'intéressaient. Et donc j'ai piqué des idées à droite à gauche parce que je trouvais que ça m'aidait à y voir plus clair dans mon propre domaine. Et bon, c'est pour ça qu'après, bah, tu me proposes de former sur des thématiques qui me passionnent, bah, je ne peux pas dire non. Mmh. J'ai du mal à dire non, surtout quand c'est ça. Ouais. Je sais dire non pour des choses qui, comme je t'ai dit, hein, sur les propositions de formation, sur des écoles bancales qui veulent juste avoir un nom sur la plaquette et se faire mousser. Ça, non, j'ai passé l'âge, quoi. J'ai pas D'autant besoin. plus que tu as ton expertise, pour l'amener, il faut quand même un sérieux bagage de base aussi. Tu peux pas arriver de but en blanc comme ça et envoyer ce que tu as envoyé là à nos étudiants à froid. Premier cours, première année, je pense que concrètement, la moitié décède, les autres vomissent et c'est C'est une terminé. des oreilles. Voilà, à un moment donné, c'est complexe, quoi, hein, Ouais, quand ouais, même. c'est clair. Là, j'avais des personnes en immersion pendant ton cours qui nous Ah bon? disaient, ouais, ouais, Je savais pas. qui suivaient un peu le cours en immersion pour voir si l'école pouvait les intéresser. Ils ont senti quand même que ça décoiffe et ils ont compris que, bah, forcément, pour que les autres puissent appréhender, poser des questions intéressantes comme tu as reçu et cetera, Mmh, bah, c'est que forcément, ils ont déjà un premier bagage tout à fait. et pourtant ils sont pas au bout donc Mmh. forcément, c'est un peu une démonstration par rapport à ça de la réalité. Écoute, moi, franchement, merci pour ces partages. C'était Bah, de passionnant. rien. J'ai vraiment apprécié. Je suis très content qu'on collabore ensemble. Mmh. Heu C'est à cette époque. Pour ce que j'ai à dire aux autres qui nous regardent, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions pour Pascal. N'hésitez pas à nous dire bah, si pour vous c'est plus clair cette notion d'individualisation, contextualisation. Je pense que là, normalement, vous avez compris. N'hésitez pas aussi à aller regarder les ouvrages de Pascal, la fameuse nouvelle Bible de la préparation physique. Celui-là, là, mon petit doigt est en train de me dire que, a priori, il y a peut-être d'autres ouvrages en cours d'écriture de Pascal. C'est quand même un mec qui s'arrête jamais. Il faut le savoir, quand on parle avec lui à droite à gauche, il y a quand même toujours des projets en cours. Il me reste à vous dire, bah, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.